Ariane Biran, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui lors d'une conférence à Paris concernant notamment les droits sexuels des enfants. Tu es intervenu ce matin pour nous parler des droits sexuels des enfants, de leur origine, de leur filiation, les promoteurs et les concepteurs. C'est un sujet qui fâche dans la société, c'est un sujet qui est très clivant, c'est un sujet dont les médias parlent très peu, alors même qu'on n'a pas Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, qui nous expliquait que l'éducation sexuelle pour les enfants devait devenir une priorité. Quel est ton sentiment là-dessus? Qu'est-ce que tu es venu dire aujourd'hui? Et comment tu élabores ton discours par rapport à ça, sur ce sujet qui, comme je disais, clive énormément la population? Je pense déjà que si on repère un sujet clivant, c'est tout simplement qu'il est mal annoncé, ou en tout cas qu'il y a des manipulations dans ce sujet, des paradoxes et de la novlangue. Sinon, il ne serait pas clivant, tout simplement. Ça, c'est déjà un premier point de repérage en général. Par-delà ça, moi j'ai repris mon travail de 2017 de mon livre L'imposture des droits sexuels à la faveur d'alertes de collègues psychologues qui m'ont dit depuis février 2023 accueillir dans leur cabinet des enfants traumatisés et complètement désorganisés à la suite de cours d'éducation dite sexuelle à l'école. Je n'étais pas étonnée puisque en 2017 j'ai analysé les textes de l'OMS sur cette question et j'ai mesuré le degré de perversion, pour dire en quelques mots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence scientifique concernant le développement psychique de l'enfant. On repère des références qui n'en sont pas, énormément de logique paradoxale dans ces textes qui, à mon sens, exposent le psychisme des enfants plutôt qu'ils ne le protègent. Donc, mon souci, c'est la prévention du psychisme des enfants et la protection de leur intégrité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai repris cette année ce sujet par rapport tout simplement aux victimes qui se sont manifestées dans les cabinets de collègues psychologues. Alors, il y en a d'autres qui sont très concernés par le bien-être des enfants, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a eu cette affaire-là on peut sucer le pénis d'un garçon, on explique ça à des enfants d'une dizaine d'années, ou alors on peut faire l'amour par les fesses. Ce qui a choqué une partie des gens sur justement les réseaux sociaux, et d'aucuns leur ont répondu, autant qu'enseignantes, que c'était très bien de parler de ces sujets-là aux enfants, puisque de toute façon, ils sont exposés à la pornographie de façon assez facile, et que du coup, ils sont même en demande, et que c'est très bien pour eux de répondre à leurs demandes, parce que ça les protège justement de ces sujets-là, qu'il faut qu'ils connaissent. Qu'est-ce que tu leur répondrais à ces gens-là? Je leur réponds que le problème est inversé. C'est-à-dire que la question, c'est comment se fait-il que le monde adulte ne protège pas les enfants d'une exposition à la pornographie? C'est tout aussi simple que ça. Comment ont-ils accès à de la pornographie? Toute exposition de contenu à caractère sexuel, que ce soit des images ou des mots, auprès de psychismes infantiles qui ne sont pas en maturité d'absorber ces questions-là, qui sont des questions d'adultes, est susceptible de créer une effraction traumatique. Donc, on est en train de faire une expérimentation de masse sur des enfants, alors que nous, les psychologues de l'enfant ou les pédopsychiatres, savons très bien une chose, l'enfant n'a pas de sexualité. L'enfant n'a pas de sexualité. Donc on se retrouve dans une situation de confusion entre le monde de l'adulte et le monde de l'enfance, entre ce que Ferenczi appelait le langage de sexualité de l'adulte et le langage de tendresse de l'enfant. C'est une projection de la part du monde des adultes qui va supposer que l'enfant aurait une sexualité miniature par rapport au monde des adultes. J'ai une première formation qui est dans l'enfance maltraitée. J'ai fait aussi des expertises pour la justice. J'ai fait des signalements comme ma collègue Amandine Lapa, comme le docteur Régis Bruno, donc médecin pédiatre et pédopsychiatre. Et nous nous rejoignons tous sur le fait qu'un enfant qui aurait des comportements sexualisés ne les a pas appris de nulle part. Donc c'est plutôt la manifestation d'un symptôme de transgression sur l'enfant.
Ce n'est pas normal, entre guillemets. Ce n'est pas lié aux conditions souhaitables de son développement psychique. Dans les conditions justement d'une exposition à ces sujets dès la plus tendre enfance, quel avenir peut-on envisager pour les enfants? Qu'est-ce qui peut se passer psychiquement pour eux et quels adultes vont-ils devenir dans les conditions d'une exposition justement à la sexualité à ces sujets-là à l'école? Plus l'exposition à la sexualité aura été précoce, plus les dégâts psychiques seront irréversibles. C'est-à-dire plus nous aurons affaire à des traumatismes tout simplement qui auront entravé l'enfant dans sa construction psychique. Et ça ne sera pas réparable. De même, un enfant traumatisé sur le plan sexuel peut lui-même devenir, par imitation en fait, source et vecteur de traumatisme pour d'autres enfants. Donc on va surtout assister à l'explosion de ce qu'on était censé, ou ce qu'on a dit qu'on était censé combattre. Donc ça c'est une autre problématique. Ensuite, qu'est-ce que ça fait le traumatisme? En plus de gréver considérablement le développement psychique de l'enfant dans sa construction, c'est extrêmement fragile un enfant, il faut respecter toutes des étapes de construction par rapport à sa vulnérabilité. Eh bien, cela va créer de la dissociation traumatique. La suite de la dissociation traumatique, ce sont des conduites violentes et impulsives, ou cela peut être tout simplement une entrée de façon plus grave, une entrée en schizophrénie pour l'âge adulte, ou encore des conduites complètement compulsives d'addiction sexuelle. Ok, et donc on peut imaginer une société... Complètement désorganisée. D'accord. Donc, toi, c'est ce que tu vois pour l'avenir, c'est-à-dire que si ça continue comme ça, on a une société qui va devenir de plus en plus désorganisée, avec justement de plus en plus de violence, de plus en plus de dérives. De plus en plus de violence, de plus en plus de chaos, de plus en plus de passage à l'acte suicidaire, puisque c'est aussi la suite d'une transgression sexuelle infantile, c'est bien évidemment de nourrir du traumatisme, et le traumatisme conduit aussi souvent à des passages à l'acte suicidaire fabriqués, qui sont conduites par une novlangue, laquelle comprend plein d'injonctions paradoxales, comme le fait d'éduquer à la pulsion sexuelle, ou, puisque éduquer c'est sortir de l'état aider l'enfant à sortir de l'état justement de pulsion, ou comme la revendication du droit à la sexualité, qui est une autre injonction paradoxale, puisque le droit il est censé contenir et poser des interdits, et non pas en favoriser des conduites pulsionnelles. Donc tout ça crée des cerveaux et des consommateurs de sexualité, d'addiction sexuelle, qui seront de parfaits objets obéissants au programme totalitaire qu'on nous réserve et qui n'est pas caché. Pourquoi personne ne voit ce lien avec le totalitarisme? Est-ce que c'est les mêmes raisons que pour le Covid? Est-ce que c'est différent? Je pense qu'il y a des raisons similaires, dans le sens où il y a forcément un déni, parce que c'est extrêmement angoissant de programmer qu'il y aurait effectivement un programme intentionnel de destruction de l'humanité. Donc ça, c'est extrêmement angoissant. Donc on préfère... le psychisme essaye de se protéger. Donc il se protège par du déni notamment, et ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Il y a tout de même quelque chose d'un peu spécifique sur cette question de la sexualité, c'est le malaise que crée le sujet. Je pense que ce malaise est tout simplement dû à l'ampleur des abus sexuels infantiles. Je ne suis pas du tout la première psy à en parler. On a déjà Freud à la fin du 19e siècle, puis Ferenczi qui disait mais quand même avec l'ensemble des gens qui viennent dans nos cabinets, ils ne viennent pas nécessairement pour cette question, mais on retrouve de l'abus sexuel infantile. Dans l'abus sexuel infantile, on a énormément de gammes, c'est-à-dire que c'est pas forcément d'avoir été violé par son père. Il peut y avoir l'exhibitionniste à la sortie de l'école, il peut y avoir qu'on est tombé par hasard, où on a entendu ses parents en train de faire l'amour, il peut y avoir tellement de configurations, mais je crois qu'il y a là un énorme tabou et un énorme malaise. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à diffuser sur ce sujet des droits sexuels, j'ai eu beaucoup de témoignages qui sont venus à moi et qui m'ont dit, mais en fait, votre livre m'a fait prendre conscience, ce que m'ont dit ces témoignages, que j'ai été aussi victime
de traumatisme, ou par le petit cousin, ou par voilà. Et finalement, c'est un peu le secret pervers qu'on trouve dans les familles, c'est-à-dire que eh bien, l'oncle pédophile, tout le monde va l'encenser, et puis c'est le secret dont il faut absolument pas parler. Eh bien, je dirais que c'est la même chose au niveau de la société. On n'a pas le droit de soulever ce secret-là. Et finalement, ce secret pervers est en train d'être un secret pervers de masse. Voilà. Ok, dernière question, et je vais quand même revenir sur un terme que tu as utilisé. Tu parles de destruction de l'humanité. Est-ce que c'est pas un terme un peu fort? Ben, je crois que je vais renvoyer tout le monde vers le documentaire de Vera Sharav, Plus jamais ça. Et puis, quand on a bien assimilé, puisqu'elle y démontre et elle y montre des discours qui sont qui dévoilent le programme, qui sont à destination évidemment de ce projet totalitaire, on se rend bien compte que le totalitarisme d'abord fonctionne par la déshumanisation. Il faut absolument déshumaniser. Le transhumanisme, c'est la fabrication de la nouvelle humanité qui sera en fait un post-humanisme. Là, je reprends un mot de Tristan Edelman, ce n'est pas un transhumanisme, un post-humanisme, c'est un après-humanité. Donc il est vraiment urgent de comprendre que nous avons un devoir de défendre notre condition humaine. Ariane Durand, merci beaucoup. Merci à vous.